Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo bilan de l'année 2014. Donc c'est une vidéo en fait que j'avais envie de faire pour conclure cette année 2014 d'un point de vue cinématographique et aussi pour vous parler un petit peu de moi, de mon bilan personnel de cette année qui a été une année assez mouvementée, il faut l'admettre. Je vais vous mettre des petits liens pour zapper directement les parties que vous voulez. Et donc pour le programme cinématographique, vous zappez au timecode qui est là. Voilà. Et pour si vous voulez juste ma mise au point personnelle, donc qui englobera Monster et le chroniqueur Gilbert, et vous zappez directement ici, et puis voilà. Laisse le lien. Et on va pouvoir commencer tout de suite donc par le top 10 des films de cette année. J'ai listé les films que j'ai vus cette année, enfin la plupart, je pense que j'en ai oublié, mais si je les ai oubliés, c'est qu'ils étaient peut-être pas importants. J'ai essayé de lister tous les films que j'ai vus cette année, et je me suis surpris moi-même quand même, parce que j'en ai vu un bon paquet, plus que je l'aurais imaginé, et donc je me suis dit, on va essayer de rassembler tout ça et d'essayer de faire un top 10 fluide et correct de ces films. Alors j'avais déjà publié une esquisse dans mon top 10 sur le forum, d'ailleurs dont je salue tous les membres, le forum entrée de tube dont je vous avais parlé dans une vidéo, mais j'ai dû le modifier un petit peu parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai oublié quelques films et que quelques a priori, quelques avis, donc j'ai essayé de me recentrer tout ça, toutes les idées, et de vous construire ce top 10 des films de l'année. Et du coup je regarde mes notes parce que j'ai pas trop envie d'oublier, excusez-moi. Under the Skin de Jonathan Glaser. Alors, Under the Skin, c'est un film que j'ai vraiment aimé, réalisé par Jonathan Glaser, qui est un film assez innovant dans son traitement, en fait, donc avec Scarlett Johansson comme actrice principale. Vous en avez sûrement entendu parler, effectivement, le film a fait plutôt bien parler de lui. Et j'ai vu Under the Skin. Je l'ai pas vu au cinéma parce que j'étais pas encore sur Brest à ce moment-là. C'était encore dans les vacances. Donc j'ai pas pu le voir au cinéma, mais je l'ai vu en streaming. Je suis un vilain. Et vraiment, j'étais surpris par le film. En tout cas, le film était vraiment intéressant et pas très explicite, ce qui donnait lieu à des interprétations vraiment intéressantes. D'autant que le jeu de Scarlett Johansson était vachement bien pour le coup. Vraiment, j'ai été vraiment bluffé par ses capacités d'actrice. Scarlett Johansson, avant ce film, je m'en foutais un peu, quoi. Moi, c'était comme une actrice bidon, quoi. Une actrice hollywoodienne. Mais depuis que j'ai découvert dans Under the Skin, je me suis un peu plus intéressé à ce qu'elle a fait. Et je crois que ce sera la seule personne à revenir dans ce top. Donc, petit spoiler. Donc ouais, Under the Skin de Jonathan Glaser, vraiment c'était un film qui m'avait surpris, un jeu d'acteur vraiment intéressant et si vous avez l'occasion, allez le voir parce que c'était vraiment une expérience sympa. Il y a beaucoup de films de ce genre qui sont faits, mais celui-là fait parler de lui par Scarlett Johansson, donc voilà. Les sorcières de Zugarramurdi de Alex de la Iglesias. Alors ce film a été... j'ai découvert ce film donc, par le fausseur de film qui avait fait un après-séance dessus. Je me suis un petit peu intéressé à ce film et je me suis dit ouais pourquoi pas. Étant donné que les films espagnols, j'avais des bons a priori vis-à-vis des films espagnols. J'ai voulu tenter l'expérience effectivement, donc dès que j'ai eu l'occasion de le voir, je l'ai vu. Et vraiment j'ai vraiment passé un très très bon moment quand je l'ai vu. Je me rappelle vraiment c'est un film qui m'a fait vraiment rire et tout. C'est le genre de film qu'il faut vraiment prendre avec une grosse dose de second degré. Parce qu'il est uniquement second degré ce film. Quand il te fait toute la satire des femmes, tout ça, faut le prendre avec des pincettes. Mais vraiment, quand on commence à accepter le délire et rentrer dedans, ça devient juste un plaisir. Un vrai plaisir, vraiment. Je ne dis pas comment elle s'appelait. Carolina quelque chose. Je ne sais plus. L'actrice principale du film était vraiment intéressante et tout. Hormis le fait qu'elle était plutôt pas mal. Non, vraiment, Les Sorcières de Zugarramurdi, c'était vraiment une bonne expérience à voir, une bonne expérience cinématographique et vraiment, voyez-le si vous avez l'occasion. The Search de Michel Hazanavicius. Alors Hazanavicius c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Effectivement, le film, je voulais vlogger et je vous laisse le lien vers le vlog si vous voulez le voir. Mais Michel Hazanavicius, comme c'est un réalisateur que j'aime bien parce qu'il a quand même réalisé les deux OSS 117 et The Artist que j'ai tout simplement adoré.
Bon, j'étais impatient de découvrir son prochain film et The Search est arrivé sur les salles, donc je suis allé le voir assez rapidement et vraiment bah, c'était génial. Le mec a complètement changé de registre et passé dans un film beaucoup plus sombre et c'était vraiment génial. Enfin, je vous l'avais dit, je l'avais dit dans mon vlog de l'époque, j'ai versé une petite larme sur la fin parce que c'était émouvant quoi. Michel Hazanavicius a vraiment fourni un bon travail de dingue pour reconstituer vraiment l'ambiance des décors et de la guerre de Tchétchénie. Donc ouais, bravo Michel Hazanavicius, et vraiment bah j'ai beaucoup aimé ton petit film. Voilà. La planète des singes, l'affrontement de Matt Reeves. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, Matt Reeves est un réalisateur que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup Matt Reeves, c'est vraiment un réalisateur récent. Donc Matt Reeves, vite fait, pour vous fixer qui c'est le réalisateur de Cloverfield, qui fait partie de mes films préférés. C'est vraiment le film avec lequel j'ai découvert, vraiment, je me suis intéressé à sa filmographie. En plus, produit par J.J. Abrams, qui est également que j'aime énormément. Cloverfield, et il a réalisé ensuite le remake Laisse-moi entrer, Let Me In, de Morse. Alors beaucoup de personnes ont dit que ce remake était très inutile. Personnellement, j'ai bien aimé le traitement qu'il avait utilisé dedans, même si effectivement il avait copié le film suédois. Et je vais vous taire le nom du réalisateur parce que j'ai pas envie de l'écorcher. Le film suédois qui était d'ailleurs très bien. Matt Reeves avait fait un remake intéressant avec Chloé Moretz, un truc de genre, je crois que c'est ça. Je crois, oui. Enfin, un remake vraiment intéressant et tout. Enfin, quasi identique à l'original, avec quelques différences au niveau du script, mais c'était des différences anodines. Mais quand même, j'aime beaucoup les films de Matt Reeves, on va y arriver, parce qu'il collabore énormément, il collabore avec Michael Giacchino. Et pour ceux qui me connaissent, j'adore Giacchino. Pour moi, ce mec, c'est un dieu. C'est un dieu de la musique, vraiment. Là récemment je suis en train de me refaire les 2 Star Trek et je jouis musicalement, j'adore ce mec. Et donc pour parler de notre petit film aujourd'hui, La planète des singes, l'affrontement, bah c'est vraiment bien. Et c'est un film qui a eu l'audace, par ses bandes annonces tout ça, de prendre le chemin qu'il avait envie de prendre. C'est-à-dire d'un film qui essaye d'abord de rechercher le dialogue avant l'affrontement. Et c'est vachement intéressant parce que déjà il est pas insalubre par rapport à la trilogie. Aux films originaux, les 5 films originaux, il n'est pas du tout irrespectueux en tout ça, c'est un bon reboot, et il suit très bien le pas au premier reboot qui avait été réalisé par Patrick Doyle, je crois que c'était lui. Oui, il me semble que c'était lui qui avait réalisé le premier reboot, et Matt Reeves a très bien emboîté le pas et a réussi à vraiment donner un film intéressant, et bien entendu les effets spéciaux pour Andy Serkis, c'est un acteur que j'adore. Le voir comme ça, c'était magnifique vraiment. Depuis, Andy Serkis vraiment, depuis Gollum, King Kong et maintenant César, magnifique Andy Serkis. Donc ouais, La planète des singes, l'affrontement, franchement j'ai passé 2h30 de folie, puis j'étais trop bien à la fin quoi. Voilà. La grande aventure Lego de Mark Mothersbaugh. Alors vous pouvez me frapper, je sais pas du tout comment ça se prononce. Je connais pas ce réalisateur, mais la grande aventure Lego, comment vous dire, je sais pas, vous la voyez pas parce qu'elle est hors champ, mais j'ai une énorme boîte remplie de bionique, une école, pardon. Les Lego, c'est mon enfance quoi, c'est des jouets de mon enfance. J'ai tellement passé de temps sur les Lego, et en tant que grand nostalgique de l'époque Lego, des fois ça m'arrive de bricoler, en tant que grand nostalgique de cette époque, le film, vraiment je l'ai vu, je l'ai accueilli à bras ouverts, vraiment. C'est le film vraiment touchant, et il nous parle quoi, l'univers qui est développé dans ce film nous parle, et vraiment chapeau les gars quoi, d'autant qu'il y a vraiment tout un panel de références cinématographiques, c'est génial, toutes les références à Star Wars, Batman, je ne sais plus trop en tête, ça fait pas mal de temps que je l'ai vu. Mais beaucoup de références au panel cinématographique, et franchement j'ai Marc, bien joué Marc, déjà pour le film que tu as développé, puis ouais, le film était vraiment intéressant quoi. Donc La grande aventure Lego, vraiment j'ai passé un super moment à le regarder, et c'est avec plaisir que je le regarderai d'autres fois. Voilà. Et on arrive dans le top 5 des films de l'année, on commence tout de suite par Mommy de Xavier Dolan.
Donc encore une fois, je vous laisse un lien vers le vlog que j'avais fait, voilà. Donc ouais, Mommy de Xavier Dolan, enfin, ce film, c'était vraiment un film... C'était une maîtrise cinématographique des codes. Le mec, il a quoi? Il a 21 ans, enfin un truc de genre, il est jeune, Xavier Dolan. Et il fait un film comme ça où tous les codes cinématographiques sont magnifiquement traités. Enfin, j'étais sur le cul quand je l'ai vu, je me suis dit bordel de merde. On m'en avait beaucoup parlé de Xavier Dolan, on m'a dit que c'était un super réalisateur, mais bon, j'avais pas vu. Et là vraiment quand j'ai vu ça, je me suis dit bordel de merde, mais mec c'est un dieu ce mec là. Et ouais donc je vous avais parlé effectivement du film qui est en carré dans mon vlog, mais voilà, je sais pas ce que je pourrais dire de plus par rapport à mon vlog de l'époque. Mais vraiment bah ouais, génial quoi, Mommy de Xavier Dolan, vraiment génial. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je binale, mais génial. Nymphomaniac de Lars von Trier. Oh là là, oh putain, ce film c'était juste énorme, vraiment énorme. Donc ça c'est un des films que j'ai pas vlogué, et avec le troisième ce sera les seuls. Nymphomaniac de Lars von Trier, donc ça fait pas mal de temps que j'ai vu, donc j'ai un petit peu oublié quelques détails, mais alors déjà je précise quand même que quand je parle de Nymphomaniac, je parle de volume 1 et 2. Et d'ailleurs je sais pas si la version non censurée est sortie, il me semble que non, il me semble que ça a été annulé, dommage. Donc du coup, donc vous parlez rapidement du film, puisque peu de gens l'ont vu. Nymphomaniac de Lars von Trier, c'est un film qui retrace la vie de Joe, joué par Charlotte Gainsbourg, qui est une nymphomane, purement et simplement. Et le film dépeint en fait le caractère de nymphomanie d'un œil assez négatif, dans un film de Lars von Trier, effectivement. Et vraiment, le film est coup de poing, quoi. T'en ressors bouleversé de ce film-là. C'est... Vu mon esprit déplacé, on aurait pu penser à autre chose, mais vraiment, quand j'ai vu ce film, c'était pas du tout ce genre de teenage movie débile sur le sexe. Vraiment, c'était un film qui traitait jusqu'au bout son sujet et allait vraiment au bout de son cheminement avec un retournement final vraiment intéressant. J'ai eu la bonne idée de regarder les deux à la suite, en fait. Ce qui m'évitait justement la trop grosse coupure entre la sortie des deux volumes. Et j'ai regardé deux à la suite, donc du coup j'ai pas été perdu par la deuxième partie, ses choix scénaristiques, notamment par la fin. Mais vraiment, Nymphomaniac de Lars von Trier, c'était vraiment un film coup de poing. J'ai sorti sur le cul de ce film et je vais m'intéresser de plus près à la filmographie de Lars von Trier parce que c'est un réalisateur qui a l'air vraiment intéressant de développer un univers super intéressant dans ses films. Et voilà. Franchement, ouais, foncez voir Nymphomaniac si c'est pas déjà fait. C'est de la bonne. Et on va arriver sur le top 3 de cette année 2014, et on commence tout de suite par le film qui risque de faire couler un peu d'encre virtuelle dans les commentaires. Lucille Luc Besson. Je comprends pas toutes ces réactions, je comprends pas pourquoi tous les gens considèrent que c'est un film débilissime. Qu'est-ce que ce film a débile? Mais rien, il est génial ce film, vraiment. Lucille Luc Besson, c'est un film que j'ai pas vlogué. Donc j'avais dit qu'effectivement il y aurait Scarlett Johansson qui reviendrait dans le top, et c'est donc dans Lucie que j'ai redécouvert Scarlett Johansson. Et c'était génial, je veux dire, je comprends pas toutes ces tollées de réactions négatives quant à Lucie, quoi. C'est typiquement le genre de personnes qui n'ont pas compris là où le film voulait aller. Lucie, vraiment, c'est un film qui il est pas si simple que ça. Il est simple à comprendre, il est assez explicite avec lui-même, mais pas tant que ça, quoi. Le message est pas super visible. Et beaucoup de gens se sont arrêtés sur l'aspect scientifique du film, mais ça vaut pas la peine. C'est pas du tout, c'est un postulat de base. Ce film, Lucie Luc Besson, c'est un film de science-fiction. Le film prend un postulat scientifique erroné peut-être, et par-dessus. Il faut pas s'arrêter, faut pas dire oui, voilà, c'est incohérent parce que c'est débile, voilà, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Mais non, mais Lucie, c'était pas du tout le film qu'il faut prendre comme un film scientifique. Ce film, faut le prendre avec des pincettes, faut rentrer dans le délire de Luc Besson, c'est que comme ça qu'on peut l'apprécier. Et la troisième partie du film, c'est juste comme ça, tu es le spectateur, tu te dis mais c'est génial. Et donc ouais, pour parler un peu du film, je pense que les gens n'ont pas vraiment compris là où le film voulait aller. Ce qui peut être un défaut du film, bien entendu, mais en fait, le film était considéré débile parce que les gens n'arrivaient pas à s'identifier à l'héroïne de ce qui est incarné par Scarlett Johansson. Parce qu'il est voulu.
Franchement, vous pensez que s'il avait pas l'intention de la rendre un peu plus vivante, il aurait pu le faire, franchement, Luc Besson. Enfin, c'est pas un mec débile, Luc Besson. Non, mais c'était voulu ce caractère par Scarlett Johansson, étant donné que dans ce film, ce qui est discuté principalement, c'est son humanité, c'est sa part d'humanité qui est au travers du film. Et le fait que par le développement de ses capacités intellectuelles et le fait qu'il est un véritable automate d'information avec voilà, et des capacités surnaturelles, où passait son humanité, qu'est-ce qui la rendait humaine, et c'est ce que le film mettait en jeu. Et j'ai pas compris toutes ces tollées de réactions qui disaient que c'était débilissime par rapport au postulat de base, disaient que Scarlett Johansson n'était pas un personnage attachant. Bien sûr qu'elle n'est pas attachante, mais c'est le principe du film de discuter cet attachement. C'est pas si simple que ça, enfin... c'est pas un cinquième élément bis. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le film vraiment a fait parler de lui, a fait vraiment débat polémique autour de lui. Et mais voilà, après moi j'avoue que j'ai pas tout à fait compris tout ce qu'on reprochait au film. Le film c'était pas un film qui était censé être intelligent, c'était un film visuel principalement. Il suffit de regarder le cinquième élément, le Grand Bleu. Luc Besson, c'est réalisateur du visuel. C'est pas un réalisateur du scénario. Je veux dire, c'est le même mec qui nous écrit le Taxi, le Transporteur, des trucs simplissimes. C'est vraiment un film visuel et un film. Enfin, Luc Besson va au fond de son fantasme, mais vraiment. Moi je l'accueille, voilà. Lucie vient dans mes bras, quoi. À bras ouverts, j'accueille ce film. Vraiment, pour moi, ça a été un film. Et voilà. Donc, Lucie, vous savez déjà lequel c'est. Vous savez vraiment déjà lequel c'est. Godzilla de Gareth Edwards. Même chose, je comprends pas toutes ces réactions, dire que le film est débile, tout ça. Et là, pour le coup, je peux vraiment pas rapporter ma fraise comme un connard parce que je connais le cinéma de Gareth Edwards et je connais le cinéma de Godzilla. Et voilà, donc pareil, c'est un des films que j'ai vlogué. Parlons de Godzilla de Gareth Edwards. J'étais sur le cul avec mon... Je suis allé voir avec ce film avec un pote en avant-première et c'est après que j'ai réussi à choper mon poster. C'était le film que j'attendais. J'avais fait un vlog à l'époque, un deuxième vlog que je vous renvoie, sur mes attentes par rapport à Godzilla, vis-à-vis de mon point de vue de Kaiju Ega et tout ça, et ce film c'était exactement mot pour mot quasi le film que j'attendais. Alors oui, bien entendu, j'ai pas été surpris par les choix du film. En même temps, je comprends pas toutes les personnes qui disent Godzilla il est gentil, c'est débile. Lisez le synopsis, les gens. C'était écrit dans le synopsis, Godzilla vient sauver l'humanité. Un synopsis d'une phrase en plus. Non, sérieusement, je comprends pas. Je comprends pas ce genre de réaction. Alors, enfin, si je peux comprendre. Les bandes annonces, effectivement, indiquaient un film extrêmement sombre et un peu à la Pacific Rim. Mais, contrairement à Pacific Rim, Godzilla était un film sombre, et très très sombre. Mais avec certaines légèretés quant au combat de Kaiju. Et les gens n'ont pas compris que ce film était un remake d'un des films de Kaiju Ega, plus que le film Godzilla. Godzilla, l'original, c'est mon... Enfin, je le disais pas avant, maintenant je le considère comme mon film préféré de tous les temps. L'original de 1954. Le remake de Roland Emmerich, en étant irrespectueux vis-à-vis de ses origines, n'est pas un mauvais film. Je refuse de dire que c'est un mauvais film, parce que c'est le film qui m'a fait découvrir Godzilla, c'est le film qui m'a fait intéresser à l'univers de Kaiju, et c'est peut-être le film de tous les films Godzilla qui ont été faits, le plus fidèle à la vision d'origine. Et ce remake de Godzilla est très 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 fidèle aux matériaux d'origine japonais, puisqu'il y avait Yoshimitsu Banno qui a réalisé Godzilla versus Hedorah, qui a été dans les producteurs. Yoshimitsu Banno est un des rares réalisateurs de Kaiju Ega qui est encore en vie. Yoshimitsu. Et le film se basait sur tout l'héritage laissé par la saga des Kaiju Ega, qui est beaucoup plus gros que vous l'imaginez. Mais j'en parlerai dans ma rétrospective sur Godzilla. Je sais, ça fait longtemps que je vous bassine avec cette phrase, mais comprenez-moi que c'est très long. Mais Godzilla 2014, c'était un film déjà qui nous parlait de la catastrophe de Fukushima, qui était le premier à le faire de manière complètement explicite. Vis-à-vis de son contexte cinématographique, le film était intéressant puisqu'il prenait Godzilla de manière différente du premier film. Puis Godzilla était monstrueux dedans. Enfin, je veux dire, t'es sur le cul quand tu le vois. Je dis, putain, mais c'est du génisme. Enfin, le motel de Godzilla était magnifique, il est mutos. Alors, je comprends pas toutes les personnes qui disent ouais, mais c'est un film sur Godzilla, il s'appelle Godzilla, mais Godzilla il est pas là. Arrêtez vos conneries, bordel de merde, il est compilé. Enfin,
C'est chiant un film uniquement sur Godzilla. Je peux vous le dire, c'est chiant. Un film sur Godzilla doit avoir un contexte derrière, parce que j'en ai vu des films uniquement sur Godzilla. Alors moi je les aime bien parce que c'est kaiju, c'est l'univers des kaiju, mais c'est chiant. Rendez-vous compte que c'est chiant comme la mort. Il faut qu'ils développent quelque chose derrière. Et puis on est sur un remake américain, les gens. Vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à un film sur Godzilla? On est dans un remake américain, donc il faut qu'il y ait des personnages américains. Je comprends pas toutes ces réactions débiles qu'il y a eu sur le film, enfin disant que ce film était nul à chier et tout ça. Enfin, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas compris le film aussi. Enfin, Godzilla est un film de Kaiju Ega et n'est pas un film de Godzilla. Bien sûr, le personnage de Godzilla est traité et est central au film. Mais pas autant central qu'on voudrait le croire, justement, ce qui en fait un film de Kaiju, ce qui est développé, ce qui est intéressant d'ailleurs, ce qui reprend vraiment les démarches des premiers films japonais, des films japonais je veux dire, c'est le nouveau Kaiju, puisque le nouveau Kaiju a été complètement créé, bien qu'il soit inspiré de King Ghidorah, Rodan et Mothra, les trois Kaiju volants qui sont les ennemis jurés de Godzilla. Le Mutos rassemble ces trois Kaiju, en plus de la créature de Cloverfield, dont Edward s'est bien inspiré quand même. Et le film développe le Mutos parce que le Mutos est ce qui est nouveau dans le film. Car Godzilla, on le connaît. Je veux dire qu'il y a 30 films sur Godzilla, merde, vous le connaissez pas à la fin. Vous savez pas que c'est un lézard radioactif qui crache le souffle atomique, enfin, il faut le savoir à la fin. C'est Godzilla, quoi. Très très fidèle par rapport au matériel original japonais. Et j'ai pas compris, enfin, si, j'ai compris parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas l'univers de Godzilla et qui prétendent le connaître. Notamment, j'avais lu la critique j'avais vu regarder la critique d'un mec, ça m'avait exaspéré, il n'y connaissait rien à Godzilla. Je lui ai répondu un commentaire de 75 lignes en disant que sa critique du film était complètement erronée. Godzilla, je m'y connais, donc bon, je pense que je peux ramener ma fraise sur le truc. Et je prends le temps d'en parler un peu dans ce vlog parce que ce film a été une réussite totale. Le film est complètement réussi dans son pari qui est de filmer les monstres d'un point de vue d'humain. Il réitère l'exploit de Cloverfield. Et voire, il l'améliore par certains moments. Et le film est vraiment bien mis en scène. Les kaijus sont monstrueux. Il y avait des mouvements de caméra qui étaient vachement intéressants. Et Edwards développe un univers qui commence à devenir intéressant. Je vous l'avais dit dans son premier film qui était Monsters. Voilà. Dans son premier film Monsters, Edwards nous filmait un accouplement. Et ici, Edwards nous a filmé le nid de la créature. Alors peut-être dans son Monsters 2, il va nous filmer la naissance de la créature. Je veux dire, il y a une certaine continuité dans ces films. Il y a une cohérence, donc je peux pas dire que c'est un mauvais film, c'est une putain de réussite. La musique d'Alexandre Desplat, pareil, était magnifique, très inspirée des musiques de Akira Ifukube, qui est l'un des pères de Godzilla. Je peux pas comprendre que ce film soit considéré comme un des pires films de Kaiju. C'est complètement fou. D'ailleurs, le film a reçu un excellent accueil critique au Japon, donc comme quoi... Voilà, ce film était une putain de tuerie et restera une putain de tuerie et il a failli finir premier de cette année. Mais c'est pas le cas. Interstellar de Christopher Nolan. Le lien vers le vlog. Je suis resté sur le cul à la fin de ce film. À la fin du film, j'étais le cul dans ma chaise. Et je ne pouvais pas sortir du film. J'étais comme ça. J'ai dû attendre que les lumières de ma salle se rallument pour pouvoir regarder mon pote sur le côté et me dire que c'était un putain de chef-d'œuvre. Interstellar, c'est... Je sais pas comment je pourrais vous le décrire. Enfin, j'ai encore du mal à en parler, mais vraiment, Interstellar était un film qui était super... C'était coup de poing, quoi. Alors, je fais partie de quelques personnes qui... Je l'attendais pas plus que ça, Interstellar. Parce que beaucoup de personnes attendaient, parce que c'est Christopher Nolan, le réalisateur d'Inception et du Dark Knight. Et malgré le fait que beaucoup étaient déçus par le Dark Knight Rises, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai bien aimé le Dark Knight Rises, Interstellar de Christopher Nolan, mais je veux dire, j'étais sur le cul, je préfère ce film à Inception. Ouais, je le préfère. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui m'a fait plaisir dans ce film, déjà, c'est le fait que le film veuille coller la réalité très proche dans sa première partie, dans son premier acte, deuxième acte. Le film est très scientifique et beaucoup de gens lui ont reproché, mais les théories mises en avant par le film ne sont pas scientifiquement incohérentes, sauf sur la dernière partie qui est là le côté fiction du film, mais vraiment les deux premiers actes prennent des théories qui existent vraiment. La théorie du trou de verre, elle existe vraiment et est mise en place par des mathématiciens. D'ailleurs, il me semble que le trou noir ou le trou de verre, je sais plus,
a été modélisé à partir des calculs d'un mathématicien. Il me semble que c'est le trou noir, vous savez, l'espèce d'énorme étoile noire avec cet anneau de lumière autour. Et magnifique, et visuellement, le film est magnifique. Enfin, et pas que visuellement d'ailleurs, parce que d'un point de vue sonore aussi, le film est très bien traité. Ça m'a pas, j'ai pas empêché de me, j'ai pas empêché de me, j'ai pas pu m'empêcher, je vais arriver, pas pu m'empêcher de repenser à 2001, l'Odyssée de l'espace, quand j'ai vu le film d'un point de vue sonore. Même si Gravity était un peu mieux là-dessus, mais niveau scénario, Interstellar encule Gravity à sec, quoi, avec des graviers si vous voulez. Et enfin, le scénario était vachement, enfin, simple dans son idée, mais très bien traité. Nolan, c'est vraiment un mec qui sait écrire des scénarios. C'est lui qui écrit ça avec son frère. Il écrit ça avec son frère et le scénario est d'une richesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre vraiment là-dedans? Enfin, pareil, tout le panache visuel du film. Le fait que chaque acte a des conséquences, le casting aussi, on peut en parler du casting qui était vraiment intéressant, même si Matt Damon arrive un peu comme un cheveu sous la soupe, le casting de Interstellar était vraiment poussif, quoi, vraiment, enfin. Et puis pour finir, la musique de Hans Zimmer qui prouve qu'Hans Zimmer est capable de faire un truc quand il veut. Il y a vraiment, enfin, Hans Zimmer, c'est un mec qui est peut-être un peu trop surestimé à mon sens. On a trop tendance à réclamer Hans Zimmer à tous à droite à gauche. Déjà, j'avais un pote qui croyait que la musique de Transformers était faite par Hans Zimmer alors que c'est Steve Jablonsky qui l'a fait. Hans Zimmer, c'est un mec qui on surestime. Il a fait des trucs excellents. Pirates des Caraïbes, le Dark Knight et Interstellar. Voilà ce qu'il a fait d'excellent. Le reste, c'est toujours la même chose qu'il refait. Il reprend les mêmes codes, les mêmes instrumentations. Il change pas son style. Mais quand il veut, il peut faire quelque chose de génial. Et je suis un peu d'accord avec un pote, c'est que Hans Zimmer est un mec qui est trop surestimé, mais en même temps qui a du talent. Et là, pour Interstellar, il nous a prouvé toute l'étendue de son talent. La composition a été faite sans voir une image du film, et c'est juste un coup d'un tour de force que de réussir à composer quelque chose d'aussi intense et d'aussi beau, musicalement parlant. La musique d'Interstellar, vraiment, c'est quelque chose qui m'a laissé sur le cul. C'est un des meilleurs scores musicaux d'Hans Zimmer, avec Pirates des Caraïbes. Donc voilà, donc quand Christopher Nolan est avec Hans Zimmer, il peut le faire chier pour dire quelque chose de génial. Voilà. Donc quand même, vraiment, Interstellar, c'est le film qui m'a laissé sur le cul et c'est le film qui me guidera mon année cinématographique de 2014. Ça et Godzilla, vraiment, ce sont les films qui vont qui sont pour moi les meilleurs films de cette année. Et on va s'arrêter là pour ce top 10 de l'année. Je vais terminer pour la partie cinématographique avant de parler un peu de moi-même. Parce que je peux attendre de l'année prochaine. Alors, du coup, je reprends ma liste parce que petite liste quand même. Donc mes attentes par rapport à l'année prochaine, je suis désolé, je vais pouvoir lire mes notes parce que je suis un connard. Alors, qu'est-ce que j'attends par rapport à l'année prochaine? Le Tintin 2 réalisé par Peter Jackson. Enfin, il en a fini avec sa trilogie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Il arrête enfin. Et il va donc nous fournir Tintin. Le temple du soleil, qui est d'ailleurs mon tome préféré des Tintin, j'adore Tintin, c'est génial. Tintin, donc il y en a un nouveau James Bond dont je sais pas grand chose mais j'attends beaucoup. Star Wars The Force Awakens. J.J. Abrams qui réalise un nouveau film de science-fiction avec tout le casting original, toute l'équipe originale, tout le budget quasi illimité, mais excusez-moi, mais arrêtez de me dire que ce film sera une merde. Attendez pour voir. Attendez-le, vraiment. D'ailleurs, en parlant de The Force Awakens, après mes partiels, en milieu janvier, je vous sortirai un vlog sur lequel je reviendrai sur le trailer, le court trailer d'une minute 30. Je commenterai chacune des images et je vais essayer de vous donner de mettre un peu l'eau à la bouche pour ce film parce que, je sais pas, les gens ont trop peur. Qu'est-ce que je peux attendre d'autre? J'attends Cloverfield 2, étant donné que j'ai énormément aimé le premier. Alors Cloverfield 2, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film dont on ne sait rien du tout et c'est voulu. Dans les bonus de Cloverfield, en fait, j'ai regardé les bonus, d'ailleurs c'est peut-être des bonus que j'aime beaucoup. Dans les bonus de Cloverfield, en fait, le film a été un projet complètement secret. Ce qui ne m'étonne pas en fait vis-à-vis du traitement du deuxième film. Sur Allociné, vous verrez rien à part la date de sortie. Date de sortie. Je pense que ce sera Matrix qui va reprendre le boulot. Possible. Il y avait un trailer, je crois que je sais pas si c'était un fake, mais il me semble que c'était un vrai trailer qui était sorti.
qui m'avait laissé bouche bée. Donc le Warfield 2, j'attends vachement de ce film parce que, étant donné que le premier film fait partie de mes films préférés, je me demande qu'est-ce que qu'est-ce que Paramount peut nous réserver comme surprise. Qu'est-ce que j'attends d'autre? J'attends Hunger Games 4 ou Hunger Games La Révolte partie 2. Étant donné que j'ai plutôt bien aimé La Révolte partie 1, je peux qu'attendre la partie 2, ce qui me semble logique. Divergente 2, dont la bande-annonce est sortie assez récemment. Voilà, pareil, étant donné que j'ai bien aimé le premier, j'attends de voir ce que ça peut donner. Par contre, je me suis allé un petit peu me renseigner sur la suite des Divergentes. Donc, je crois qu'il y a 3 tomes et il y en a un quatrième en cours d'écriture. Le troisième, ça a l'air un peu pourri. Enfin, vu comme ça, vu le scénario, je me suis dit, oula, elle a pas d'idée. Donc, à voir. Peut-être s'arrêter aux 2 parce que je sais pas ce que demain. Qu'est-ce que j'attends? Jurassic World avec Giacchino à la musique. Jurassic Park quand même c'est une petite parenthèse. Jurassic Park c'est quand même un univers que j'aime beaucoup et très inspiré de Godzilla, mais pas seulement. Et donc Jurassic Park, donc Jurassic World avec Colin Trevorrow qui réalisera son deuxième film, comme Gareth Edwards réalisera Godzilla, avec quand même Spielberg en producteur et donc Giacchino à la musique. Jurassic World, je l'attends beaucoup parce que j'aime beaucoup Jurassic Park et je suis assez proche d'une communauté Jurassic Park, notamment mon ami William Muel qui a réalisé Jurassic Park chez moi avant qu'on collabore sur le film Uncharted The Easter Egg. D'ailleurs, on remet la collaboration. Je sais pas si je vous l'avais dit dans une annonce 23, je vous le redis, on remet ensemble notre collaboration. Jurassic World, un film très attendu et où les gens serrent les fesses comme pour Star Wars. Je ne sais pas si je reviendrai dessus, mais Jurassic World, je l'attends beaucoup. Et le dernier film que j'attends de cette année, c'est Jupiter Ascending, le nouveau des frères Wachowski, qui ont réalisé Matrix. Voilà, la base. Le dernier film des Wachowski qui promet d'envoyer du lourd, avec Mila Kunis dans le rôle principal, ça promet d'envoyer du lourd. L'univers qui a l'air d'avoir été développé sympa. Bon, en français, le titre est nul à chier, c'est Jupiter, le destin de l'univers. Bon, peu importe, le titre français nul à chier, je l'appellerai toujours Jupiter Ascending. Ça a l'air d'envoyer du pâté et vraiment j'attends de voir ce que j'ai. Alors bon, vous vous doutez que il y a beaucoup de films que vous attendez probablement que j'ai pas cités, genre Mad Max, le dernier Avengers dont je me contrefous. Insultez-moi, mais j'aime pas les Marvel. Je n'aime pas l'univers développé par Marvel. Il y a un truc qui passe pas entre lui et moi. J'ai vu Thor, oh, je me suis dit, mais quelle bouse, nom de Dieu! Alors vous pouvez m'insulter, dire ce que vous voulez, j'aime pas l'univers Marvel, l'humour Marvel, j'aime pas ça du tout, mais alors, du tout. Je préfère largement des films de super-héros à la Mark Webb, des films assez sérieux, quoi, à la Dark Knight, à la The Amazing Spider-Man, ou la même trilogie Spider-Man, Man of Steel, même des trucs comme ça, je préfère ça à Marvel, je ne supporte pas Marvel. Donc je m'en fous, c'était la petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous pouvez peut-être attendre? Il y a un petit Terminator 6, Mad Max je l'ai déjà cité, il y en a plein d'autres qui s'apprêtent à sortir, mais on va voir. Puis Terre brûlée, la suite de Labyrinthe, qui pour moi peut-être le pire film de l'année. Bon bref, fini de gueuler. Du coup mes amis, on va pouvoir passer un petit peu à mon bilan personnel de cette année. Alors... 2014, ça a été vraiment une année où ça a été un tournant dans mon univers YouTube, dans mon univers en général, dans mon univers artistique. Et 2014, c'était une année vraiment qui a été... 2014, c'était une année qui a été vraiment complète dans sa transition vers quelque chose d'un peu plus sérieux, quoi. Parce qu'en début 2013, début 2013 plutôt, je commençais à Terre monstrueuse quand je suis rentré en prépa. À l'époque, c'était pas abouti. C'était pas abouti du tout. Et début de 2014, je sors mon premier épisode de la chronique du Montargeois sur Colin Sketchy. Et là, vraiment, ça a été la transition où j'ai commencé à m'améliorer sur l'écriture, sur le matos, sur l'utilisation, tout ça. Donc, je reprends mes notes parce qu'en fait, je sais plus ce que j'avais noté. Donc, bon, pour le bilan de Monster, déjà, on va commencer par ça. Musicalement, ça a été une année très très riche. Niveau changement, j'ai effectué quand même des transitions musicales qui m'ont plu. Notamment, j'ai commencé un petit peu à me traiter la musique orchestrale avec FL Studio, avec des plugins et des séries de plugins de VST qui sont très efficaces.
J'ai vraiment commencé à prendre mes compositions d'un autre œil ou d'une autre oreille. Et j'essaie de donner maintenant un univers musical plus intéressant, plus enrichissant à ma musique, par mes musiques orchestrales. Mais pour autant, je continue à faire des musiques électro. Récemment, j'ai publié mon remix de SLG. Et musicalement parlant, je suis très très content de mon année. J'ai vraiment réussi à commencer à développer quelque chose d'intéressant. Et là, pour le coup, je commence vraiment à être fier de mes projets musicaux. Sinon, musicalement parlant, il y avait la théorie monstrueuse aussi concernant Monster. Je sais, je vous promets l'épisode 5 depuis que j'ai sorti l'épisode 4. Je ne peux pas le tourner pendant les vacances parce que j'ai beaucoup trop de trucs à faire entre les révisions et ces putains de vidéos à finir pour la fin de l'année. Mais là, c'est définitif. Je tourne la théorie monstrueuse pendant les vacances de février, c'est fini. Je tourne pendant les vacances de février et elle sortira après février. J'ai pratiquement terminé l'écriture. Et ça y est, ça va déboucher, enfin je vais pouvoir sortir l'épisode 5. Et justement en fait par la théorie monstrueuse je vais pouvoir développer tout un univers. Et un univers, cette année 2014 ça m'a permis de commencer à créer un petit univers qui m'est propre. Et à stabiliser un univers, notamment un univers entre Monster, le Chronicle Gilbert et le Sergent qui sont trois personnages qui en fait un peu à la CLG en fait, mais ils sont beaucoup moins actifs. L'un par rapport à l'autre, ils interagissent beaucoup moins, mais je commence un petit peu à stabiliser mon univers et créer un univers qui amène une certaine cohérence dans le truc. Je suis assez content de ce début scénaristique qui commence à aller vers quelque chose de sympathique, qui pourrait sûrement vous plaire, plus qu'à moi peut-être bien, mais moi j'aime beaucoup ce petit univers que je suis en train de développer, ça me fait plaisir toujours à développer ça dans mes vidéos. Entre Monster qui jarte le Chronicle Gilbert pour parler de musique à sa place, Gilbert qui est une énorme victime, il y a des idées comme ça qui fusent et des idées de caractère pour les personnages, les chroniqueurs que j'ai et le sergent, et qui est assez à part. 2014 aussi, ça a été une année où j'ai commencé à avoir du vrai matos de professionnel, notamment je peux vous parler des deux petits là, que je viens de recevoir pour Noël, qui sont en fait des lampes des lampes de photographe que je viens de recevoir tout juste à Noël, et donc c'est ma première vidéo avec, et donc donnez-moi vos avis sur les commentaires, mais là enfin on va pouvoir avoir des vidéos un peu plus éclairées, ce qui était chiant, très très chiant dans mes vidéos, c'est l'éclairage, putain de merde, c'est de la merde cet éclairage que j'ai dans mon appart, donc du coup maintenant je vais ramener les petits pépères à Brest, et maintenant on va voir enfin un véritable éclairage en lumière blanche, sympathique. Donc la prochaine étape, niveau matériel, ce serait peut-être me procurer une nouvelle caméra, parce que celle-ci commence à être vieille, je crois que ça fait 4 ans que je l'ai. Niveau qualité, on a vu mieux quand même. Donc je prévois peut-être de m'acheter, niveau matériel pour les vidéos, une nouvelle caméra, et niveau matériel musical, je pense que je vais bientôt m'acheter un clavier MIDI. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui me plaît. Un petit clavier MIDI, je ne sais pas. Parce que ça commence à devenir assez pratique et ça est en train de m'aider un peu dans mes compos, peut-être commencer à développer un live musical que je ne développe pas pour l'instant parce que je suis essentiellement studio. Voilà, donc ça c'est terminé pour Monster, la conclusion sur Monster, donc terminons par la conclusion du Chroniqueur Gilbert. Donc le Chroniqueur Gilbert, qui est cette chaîne là en fait sur laquelle je fais cette vidéo, le Chroniqueur Gilbert en fait ça a été son année de création. Je l'ai créé fin 2013 pour présenter le vlog sur le Hobbit à l'isolation de Smaug. Et ça a été vraiment une année de transition, ça a été une année de naissance de Chroniqueur Gilbert et de ce projet qui est de parler de cinéma, alors que le cinéma c'est quand même la forme d'art qui me parle le plus. J'ai pas une très très grosse culture musicale, mais j'ai une grosse culture cinématographique non plus. Il me manque énormément de films que j'ai pas encore vus. Et ça tarde un petit peu, mais bon, j'essaye vraiment de m'intéresser au cinéma de plus en plus. Et donc le cinéma en fait, je voulais une chaîne dédiée au cinéma et comme je voulais pas les mettre côte à côte, entre Monster et cinéma, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube pour pouvoir y développer tranquillement des idées cinématographiques et discuter de cinéma. Donc, si vous ne savez pas, j'ai une chaîne qui s'appelle Monster, qui est ma principale chaîne. Je suis très content de mon année cinématographique contre mon Chroniqueur Gilbert.
Déjà pour les chroniques du Montarjois, qui, mine de rien, même si je suis pas tout à fait fiable, mes 2 premiers épisodes, quelque chose me dit que mon 3e épisode sera vraiment à la hauteur de mes attentes personnelles en tant que chroniqueur, quoi. Et les vlogs sur lesquels je me suis amélioré, et j'aime bien critiquer comme ça un film au tac au tac. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai repris le concept effectivement de Durandal, le cinéma de Durandal, qui est ce jour peut-être le youtubeur que je préfère, que je suis parce qu'il a vraiment son avis, il a son avis et lui, même si je suis souvent pas d'accord avec lui, notamment ce qui était le cas sur les Hobbits. Je suis souvent pas d'accord avec Durandal, mais j'aime beaucoup la façon dont il est cash et il parle de cinéma, parce qu'il m'apprend beaucoup quand même dans ses vidéos. Donc j'aime vraiment beaucoup l'univers de Durandal, et donc le log, effectivement, je l'ai piqué le concept. Tant pis, hein, il faut bien trouver quelque chose, mais j'aime bien un petit peu parler du film comme ça à froid, à chaud, je veux dire, en sortant comme ça, essayer de voir un petit peu, d'en parler simplement. Et manifestement ça a l'air de vous plaire aussi, parce que vous vous dites cool, je pourrais aller me fixer sur ce film si c'est bien ou pas, même si des fois effectivement j'hésite un peu comme sur Interstellar ou Le Labyrinthe. C'est un concept que j'aime bien, de parler un petit peu des films comme ça, de mes attentes, ou qu'est-ce que j'en ai pensé, voilà. Les critiques du mois aussi, qui est un tout nouveau concept que j'ai développé, dont le dernier épisode est sorti il y a quelques jours. Ici. Les critiques du mois, c'est un truc qui me force à travailler en fait sur mes vidéos. Et ça me force à être efficace dans mes trucs, parce que tous les mois je dois sortir une vidéo en sachant que je dois vous demander à l'avance qu'est-ce que vous voulez que je critique comme film. Donc là, bon, pour l'instant on m'a proposé, pour la prochaine, j'ai peut-être 1 ou 2 propositions. C'est un truc qui me force un petit peu à me sortir les neurones de la tête et écrire à fond très rapidement. Les épisodes de la critique du mois, ça va beaucoup plus vite que je ne le crois à produire. En général, j'enchaîne l'écriture et immédiatement le tournage en fait. Ça, c'est 2 épisodes, je les ai enchaînés, et le montage, je vais le plus rapidement possible. Plus vite c'est fait, plus vite je suis tranquille. Et mais sans bâcler le travail, bien entendu. D'ailleurs, on me salue les progrès, et ça me permet surtout de maintenir un rythme de grosses vidéos assez constant pour le coup, parce que en fait, avec mes théories monstrueuses ou mes chroniques de Montarjois qui n'en viennent plus, il fallait que je développe un truc qui soit récurrent quoi dans le système, pendant que je développe mes grosses vidéos à part. Donc je ne considère pas ça comme des grosses vidéos, mais c'est comme des vidéos où il y a beaucoup de montage. Je prends du temps à la faire, et je suis content que ça vous plaise aussi, parce que c'est un concept qui me plaît, puis ça me permet de développer un peu le chroniqueur Gulbert, qui est une chaîne qui est beaucoup moins riche que celle de Monster actuellement. En même temps, même si Monster, j'ai juste tout ce qui touche au niveau musical et les théories monstrueuses, quelques tutoriels. J'essaie de diversifier le contenu sur le chroniqueur Gulbert pour les équilibrer et donner un tout vraiment, englober le tout pour avoir un contenu riche pour un youtubeur, pour un reviewer qui s'abonnerait à mes vidéos, pour lui donner un contenu riche et vraiment intéressant quoi. Donc voilà. Du coup, je voulais terminer vite sur le chroniqueur Gulbert, qui est une chaîne quand même qui me demande plus de travail, mais qui paye un peu plus en niveau récompense, notamment en abonnés. Parce qu'effectivement, la chaîne a été créée depuis le début de l'année, et actuellement on est quand même à 58 abonnés. Alors j'ai pris en fait des abonnés, c'est des vagues d'abonnés qui sont arrivés d'un seul coup. 58. Ok, c'est pas beaucoup. Par rapport aux 91 abonnés de mon tuteur, bon, c'est pas beaucoup, mais quand même. Il faut les saluer, les 58 petits mecs qui sont abonnés à ma chaîne. Et donc oui, comme je vous le disais, c'était vraiment par pic. Ça a été par pic en fait, j'ai eu 2 pics d'abonnés sur ma chaîne. Ma vidéo sur Godzilla et ma vidéo sur le Hobbit. Mes 2 vlogs qui ont suscité en fait des pics d'abonnés, puisque j'ai été référencé parmi un youtubeur, parmi Durandal justement, dans ses vidéos, ils étaient juste là. Donc déjà je salue tous ces abonnés on a beaucoup d'abonnés qui sont tout récents à la chaîne, et sachez donc que j'ai une 2e chaîne YouTube. Et donc voilà, je vais terminer cette année par une petite conclusion que je vais improviser, parce que j'aime bien improviser, j'aime bien parler. Donc 2014, ça a été une année très riche dans ma vie, vraiment une année de transition dans ma vie personnelle, dans ma vie sentimentale, mais aussi dans ma vie publique sur YouTube, et dans une transition au niveau scolaire aussi. N'en parlons plus de cette année 2014, niveau scolaire c'est un peu noir, mais une année vraiment de transition au niveau YouTube. J'ai pu stabiliser un projet qui me tenait vraiment à cœur, et commencer à produire des vidéos de manière constante et en masse.
Donc je suis vraiment très content de cette année, c'est une année de transition vers quelque chose qui ne peut que s'améliorer. Quand je compare un petit peu les progrès que j'ai fait en termes de vidéo, en termes de musique, en termes de... Enfin, j'ai vraiment... 2014 c'est une année de gros progrès et ça commence un petit peu à payer un petit peu ces progrès et je suis vraiment content pour tous les gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui m'aident vraiment tous les jours à monter ces projets et monter tout cet univers qui devient vraiment de plus en plus intéressant. Et bah qu'est-ce que je peux conclure d'autre que vous remercier tous qui vous êtes abonnés, tous qui me suivaient, qui regardaient mes vidéos avec enthousiasme, qui commentaient, qui m'aidaient, qui me donnaient des idées, des conseils. Je ne peux que tous vous remercier. Encore une fois, j'en fais tout le temps, mais une dernière fois, allez, une dernière fois pour l'année. Et vraiment merci pour tout ce soutien, pour toute cette énergie que je reçois un petit peu tous les jours sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir de voir que enfin ce dont à quoi je paye commence à payer un petit peu. Donc voilà, bah sur ce, je conclurai cette année 2014 par un gros merci, vraiment merci à tous. Et bah bonne année 2015. Alcool à consommer avec modération, faites pas trop les cons. Et on se retrouve en 2015 pour des prochaines critiques et des prochaines vidéos. Salut!